Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans cet épisode des stagiaires de la semaine. Et comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour votre attention, l'attention que vous portez à ces épisodes où je vous présente des créateurs de contenu émergents ou qui tout simplement, selon moi, mérite plus d'attention ou plus d'amour. Et cette semaine, je vous propose de jeter un coup d'œil à une créatrice de contenu qui a une approche, disons, non conventionnelle. Je vous parle donc de Elsa qui est derrière le blog Ludipsy. Oui, elle a un blog, elle a également une chaîne YouTube, une page Facebook, une page Instagram. Je vais mettre tous les liens vers ces différentes plateformes dans la description sous la vidéo. Et si vous faites un tour par curiosité sur sa chaîne YouTube, vous allez découvrir 61 vidéos en ligne ainsi que 64 abonnés. Mais comme d'habitude, je compte sur vous pour faire exploser ce compteur. Ce qui, selon moi, distingue Elsa de la majeure partie des autres créateurs de contenu en lien avec le jeu de société. Bon, premièrement, elle ne traitera pas strictement de jeu de société, elle va tout de même aborder quelques éléments du jeu de rôle, du jeu vidéo même, mais toujours avec une optique, une approche qui met de l'avant la santé mentale, le bien-être général ainsi que la ludification. On retrouve sur son blog une panoplie d'articles écrits, des podcasts. Sur sa chaîne YouTube, vous trouverez toutes sortes de vidéos variées, des entrevues. Tout dernièrement, elle a publié une entrevue avec Julia de Ludigirl où elle parle de la place de la femme dans l'univers du jeu de société. Il y a de cela quelques mois, elle a publié une entrevue avec David, le professeur Board Game, sur la place des jeux de société dans l'enseignement. Toutes deux des entrevues bien intéressantes, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Et aujourd'hui, elle s'adresse à vous pour vous parler rien de moins que du meilleur jeu sur la planète selon Board Game Geek. Sans plus attendre, je lui laisse la parole. Donc bonjour à tous, ici Elsa du blog Ludipsy, qui est un blog interactif à portée sociale qui aborde la santé mentale, le bien-être général et la ludification. Donc l'objectif en fait de cette plateforme-là, c'est de rassembler des joueurs, des créateurs de contenu, des professionnels en santé mentale qui s'intéressent aux jeux. Jeux vidéo, jeux de société, jeux de rôle, grandeur nature, donc tout ce qui est l'environnement ludique. Et sur cette plateforme, on partage des podcasts, des vidéos YouTube et des articles qui parlent justement de santé mentale, de bien-être et de ludification. Donc aujourd'hui, je vous présente une analyse d'un jeu que j'adore. C'est un jeu que j'ai découvert l'année dernière et que justement, il y a une nouvelle extension, une nouvelle version qui est sortie récemment. Eh bien oui, je parle de Gloomhaven, donc notamment avec Gloomhaven Jaw of the Lion qui est sorti dernièrement et qui fait fureur sur les réseaux sociaux pour plein de raisons que je vais vous expliquer par la suite. Donc l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est d'analyser les différentes composantes, notamment au niveau de la mécanique du jeu, au niveau du matériel, au niveau de la logistique, derrière le jeu Gloomhaven. Donc Gloomhaven et Jaw of the Lion, et de voir en fait quel lien est-ce qu'on peut faire au niveau du développement cognitif, social, interpersonnel et au niveau du développement personnel. Donc, je vais vous présenter ce que je trouve fascinant à propos de Gloomhaven et l'analyse de ses différentes composantes. Alors, Gloomhaven, déjà, est un jeu qui a été très populaire quand il est sorti en 2017. C'est un jeu, en fait, très complexe qui mélange différents styles et mécaniques de jeu et c'est ce qui fait en sorte que c'est un jeu très intéressant à analyser. Au total, si je ne me trompe pas, il y a 95 différents scénarios dans lesquels on peut explorer différentes formes de missions et qui mettent nos habiletés de travail d'équipe et nos habiletés stratégiques de l'avant.
Donc, dans la nouvelle version Jaws of the Lion, il y a 25 scénarios et un ajout de 25 scénarios de 16 différents monstres à combattre. On parle d'un jeu qui est un peu plus comme une forme d'introduction à Gloomhaven parce qu'il a été simplifié dans la compréhension des règles, notamment les 5 premiers niveaux qui sont faits pour comprendre le jeu et plus facilement intégrer les différentes composantes. Parce qu'on s'entend que dans Gloomhaven, il y a plusieurs choses à comprendre et à graduellement intégrer. C'est un jeu en fait qui joue entre 1 à 4 joueurs. De mon côté, j'ai essayé à 2 joueurs. C'est très intéressant au niveau coop. Il y a une petite variable aussi où on a chacun nos missions personnelles qui rend ça très intéressant. Donc un petit côté de défi personnel. C'est un jeu qui est dit qu'il dure entre 30 et 120 minutes. Bien sûr, je pense que ça inclut pas la compréhension des règles et l'installation du jeu. Dans Gloomhaven, on s'entend que installer le jeu à lui seul peut prendre une bonne demi-heure. Dans Jaws of the Lion, ils ont simplifié cette composante-là afin de rendre ça plus accessible, plus facile à installer. Également, on suggère que c'est un jeu de 14 ans et plus, donc il faut avoir déjà de la patience, une capacité de gérer ses émotions et une bonne capacité aussi à rester assis longtemps et à suivre le développement du jeu pour pouvoir jouer à Gloomhaven. Donc c'est un jeu qui a été designé par Isaac Childress, désolé pour la prononciation, et publié chez Cephalofair Games. Donc Gloomhaven en 2017 et Jaws of the Lion en 2020, c'est le petit nouveau sur les médias sociaux. Donc en fait, on parle d'un jeu qui mélange un style d'aventure, exploration, parce qu'effectivement, on a différentes quêtes, on peut y aller à son propre rythme selon les différents choix, donc il y a une très grande rejouabilité, notamment quand on décide de jouer avec les petits collants, donc pour pas briser le jeu au fur et à mesure. C'est un jeu aussi qui mélange un style fantastique à travers les différents personnages et un style bien sûr de combat parce que ça reste que nous avons différentes missions dans lesquelles on doit combattre des méchants afin de gagner des ressources financières et des items. Donc, on dit que c'est un jeu qui est dans la famille des Dungeon Crawler. C'est mitigé, il y a plein de débats à ce sujet. On dit que ça peut être un jeu style jeu de rôle, un jeu de donjon, un jeu de stratégie, un hero game. Donc il y a de tout, là. Il y a de tout qui ressort. C'est un peu de se dire que c'est une nouveauté, c'est un jeu innovant dans son genre parce qu'il arrive justement à combiner différentes mécaniques tout en rendant le jeu très fluide, accessible et intéressant. Donc, un jeu qui mélange des campagnes, qui mélange l'action, qui mélange un style coop, qui mélange plein de scénarios différents et autant intéressants les uns que les autres, et qui mélange aussi un style d'action simultané, dans ce sens que quand on est dans le jeu, après avoir décidé de ses actions et de ses cartes, ben, on joue à tour de rôle, mais il faut être capable de réagir aussi à certains moments pour s'aider soi-même ou pour aider son coéquipier, ce qui rend l'aspect très intéressant au niveau coop. Donc, dans Jaws of the Lion, le but est d'investiguer certaines disparitions qui sont apparues dans le village, la ville, et à travers cette investigation, bien sûr, on va combattre différents monstres. Ça le dit, un ajout de monstres, pour gagner de l'argent. Cet argent-là nous permet notamment d'acheter des items. On peut aussi gagner des points pour, dans le fond, aller débloquer des nouveaux pouvoirs ou des nouvelles actions. Et à travers ça, bien sûr, l'objectif, c'est de faire évoluer son personnage, d'accomplir le plus de missions possible et d'accomplir sa quête personnelle. Donc, si je mélange ici dans Gloomhaven, notre personnage peut vieillir, aller à la retraite et finir sa mission afin de passer à un autre personnage. Dans Jaws of the Lion, ils ont changé un peu la composante à ce niveau-là. Comme j'ai nommé tout à l'heure, pour Jaws of the Lion spécifiquement, les 5 premières missions sont des niveaux pour apprendre un peu à maîtriser le jeu, ce qui rend ça très intéressant, puis on peut y aller après ça à son propre rythme. Donc, si on observe un peu plus au niveau de l'analyse des différentes composantes et mécaniques du jeu,
Ce qui est très intéressant tout d'abord, c'est l'aspect justement dungeon. Donc le fait qu'il y a une partie très narrative, un peu comme dans un Donjon et Dragon. Donc une bonne partie de D&D, le jeu de rôle en fait. Puis dans ce jeu coopératif, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est qu'on va vivre et interpréter différents personnages. Disons que je pars sur Gloomhaven, celui qui est sorti en 2017. Qu'est-ce qui était très intéressant, c'est qu'on pouvait s'approprier un personnage. Disons qu'on s'approprie la Brute, ce fameux personnage ici. Et qu'une fois qu'on interprète ce personnage, on veut le faire évoluer comme dans un jeu de rôle. On veut aller chercher de l'argent, on va aller chercher des ressources, des items pour lui permettre d'évoluer en tant que personnage jusqu'à atteindre son plein potentiel. Qu'est-ce qui est intéressant quand on suit l'évolution d'un personnage comme ça, c'est qu'on finit par s'approprier et s'identifier à ce personnage. Donc, on évolue au fur et à mesure de celui-ci, on prend soin de lui, on s'approprie ses pouvoirs, on finit par le maîtriser. Et le sentiment de maîtriser un personnage est très intéressant et aussi très valorisant et validant au niveau émotionnel et dans notre rôle de joueur. Donc, il n'y a rien de plus satisfaisant que de maîtriser notre jeu. Et ici, c'est vraiment ce que Gloomhaven permet de faire avec cette petite composante-là des personnages et un peu le jeu de rôle. C'est qu'on vit tellement longtemps à travers les différentes histoires et scénarios qu'on finit par devenir complice avec notre personnage. Une autre composante qui est très intéressante, évidemment, c'est que chaque personnage a son propre jeu de cartes, donc l'aspect très deck building, qui est en fait, bon, dans chaque petit paquet, on a notre fiche de personnage avec nos différents points de vie, nos différentes options upgrade. Et bien sûr, nous avons nos jeux de cartes avec nos différentes actions qu'on peut développer. Donc, à chaque personnage qu'on décide de s'approprier, on peut développer une stratégie qui est différente. Je parlais tout à l'heure de rejouabilité, mais c'est vraiment une composante de ce jeu qui fait en sorte qu'une fois qu'on a terminé avec notre personnage, on peut en choisir un autre et on pourrait refaire les mêmes scénarios, ils seraient différents à cause qu'on va interpréter et vivre un personnage différent. Une composante très intéressante et que je trouve très innovante, c'est le concept de retraite du personnage. Donc oui, il y a l'aspect coop qui est bien sûr de faire les missions de tuer les méchants, mais chaque personnage a une mission individuelle à accomplir avant de prendre sa retraite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un aspect, oui, très fantastique, jeu de rôle, mais en même temps, il y a un aspect qui est très réel. Pourquoi? Parce qu'au final, est-ce que c'est pas ça la vie, il me semble? D'avoir des objectifs de vie, d'accomplir ces objectifs, et une fois qu'on a accompli nos objectifs, et voilà, on part à la retraite. Mais en fait, c'est la même chose avec nos personnages. On interprète, encore une fois, par exemple, la Brute. Elle a sa propre mission, et une fois qu'on l'a fait assez évoluer, une fois qu'il a accompli sa mission, il peut vivre sa vie de liberté et partir à la retraite. Et là, qu'est-ce qui se passe? Enfin, on doit prendre un second personnage qu'on va pouvoir interpréter et le faire, encore une fois, évoluer jusqu'à ce que lui aussi soit à la retraite, etc. et ainsi de suite. Donc, il y a différents personnages, évidemment, pour rendre le jeu encore plus attrayant. Mais ici, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est vraiment cette perspective-là de continuité dans le jeu. Le fait qu'il y a un aspect très immersif, qu'on s'identifie presque émotionnellement, on développe presque une affection envers nos personnages. Et à un moment donné, il faut travailler le lâcher-prise et le laisser aller. Donc, de laisser partir notre petit protégé à sa retraite avant de passer à un autre personnage. Donc ça, c'est un aspect qui est très intéressant. L'autre aspect, bien sûr, c'est l'aspect coopératif. C'est un peu le principe de ce jeu. C'est que oui, on a chaque personnage, on s'approprie différentes actions, différentes interprétations, mais l'objectif quand même, c'est de travailler la collaboration. J'adore personnellement les jeux coop. Pourquoi? Parce que ça fait travailler plein d'habiletés interpersonnelles et sociales. L'aspect jeu de rôle et l'aspect coop de ce jeu-là, de Gloomhaven, fait
fait en sorte que c'est un jeu extrêmement intéressant au niveau du développement des habiletés sociales et interpersonnelles. Donc, à travers les jeux coop, on développe l'empathie, donc la compréhension de l'autre. On développe les habiletés de communication parce que, bien sûr, il faut apprendre à communiquer un peu ses intentions, ses stratégies personnelles et collaboratives avec notre ou nos partenaires de jeu. Et à travers cette forme-là de communication, il y a ce qu'on appelle les habiletés adaptatives. Donc, on finit par s'adapter à la forme de communication dans le groupe ou le duo. Certaines communications qui vont flancher et il y a d'autres communications, au fur et à mesure qu'on développe ces habiletés-là, à un moment donné, il y a une complicité qui se crée. Ça devient un jeu très complice, très formateur. Il y a une belle relation d'attachement qui se crée avec le ou les joueurs avec qui on joue. Je parle ici de complicité. La complicité, mine de rien, c'est de travailler les formes de communication verbale et les formes de communication non verbale. Non verbale, c'est d'arriver justement à identifier l'humeur, l'intention, les appréhensions de l'autre joueur et d'adapter son jeu à travers ça. Donc ici, dans le jeu, il y a une partie où est-ce que le jeu est caché, où on doit développer un peu notre stratégie. Dans quel ordre est-ce que je joue mes cartes? Quelle action est-ce que je fais? Celle du haut, celle du bas. Donc, il y a une partie qui est individuelle, mais qui a un immense impact sur l'aspect collaboratif. Et c'est important ici, au fur et à mesure qu'on joue, d'adapter notre niveau de jeu à l'autre joueur. Si je suis quelqu'un qui joue de manière très safe et que l'autre joueur est quelqu'un qui va foncer, bien, c'est de voir, OK, est-ce qu'on se complémente ainsi ou est-ce que finalement on joue tous les deux safe ou tous les deux est-ce qu'on fonce? Et encore une fois, il y a aussi d'adapter selon le personnage qu'on a choisi. Donc ici, la gestion des personnages, la gestion de la communication et bien sûr la gestion stratégique est très importante et c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure dans le jeu. Au départ, on joue tout croche, on perd, on n'est pas capable, on ne comprend pas, il y a de la frustration et au fur et à mesure qu'on joue, on s'approprie le jeu, les personnages et le travail d'équipe, ce qui rend le jeu super intéressant au niveau coopératif, communication et travail d'équipe. Je nommais tout à l'heure que c'est un deck building, dans ce sens que chaque personnage, justement, a son paquet de cartes. Chaque personnage a à peu près une dizaine de cartes d'action avec 2 actions par carte. Il y a également aussi un chiffre ici qui indique à quelle vitesse de jeu et d'action est-ce qu'on va jouer. Donc bien sûr, plus le chiffre est petit, plus qu'on est rapide, plus que le chiffre est gros, plus qu'on est lent dans notre action. Bon, évidemment, souvent les cartes rapides ont moins de force, sont moins efficaces. Les cartes qui prennent plus de temps sont plus cool. Donc, on doit vraiment faire du management de cartes, donc de la gestion de nos cartes en main. Et bien sûr, il y a aussi différentes actions qu'on peut faire. On peut avancer, se déplacer, on peut attaquer, on peut décider de se défendre, de se protéger, on peut décider de guérir certains personnages, bien sûr, qui soignent. On peut décider d'installer des pièges ou on peut décider de collecter de l'argent. Et ça, c'est une variable qui est très intéressante parce qu'il y a une petite composante ici de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attaque sur le coup? Est-ce que je planifie à long terme? Ou est-ce que je collecte l'argent parce que je sais que cet argent-là va me servir puis que j'en ai besoin pour faire upgrader mon personnage? Donc ici, encore une fois, il y a tout ce qui est la gestion de son propre jeu, mais d'arriver aussi à collaborer, à communiquer au fur et à mesure avec l'autre joueur. Et souvent, quand il y a des aspects un peu plus individuels, c'est là que ça crée des conflits. Et une autre chose qu'on travaille dans les jeux coopératifs, c'est la gestion de conflits en temps réel. Donc, ce qui est super intéressant, c'est que des conflits, ça arrive. Et quoi de mieux pour travailler nos habiletés de gestion de conflits que de le faire dans un contexte de jeu de société? Parce que, évidemment, quand c'est dans un jeu de société, il y a un cercle magique, dans ce sens que le conflit ne devrait pas sortir à l'extérieur du jeu. Et on arrive à l'intérieur du jeu, à travers notre attitude de joueur, à gérer des conflits en développant de l'écoute active, de l'empathie, du travail d'équipe, du travail collaboratif, encore une fois, la communication verbale et non verbale,
résolution de problèmes, identification des faits. C'est toutes des attitudes qu'on développe quand il y a un conflit dans un jeu, parce qu'il y a l'aspect ludique qui rend ça plus « Ok, je peux me permettre de lâcher prise ». Par contre, ces attitudes-là, on peut les intégrer par la suite à l'extérieur du jeu, surtout quand on joue souvent avec une personne et qu'on gère des conflits souvent avec cette personne-là. Ça fait en sorte qu'à l'extérieur du jeu, on arrive à mieux gérer les conflits, à mieux communiquer, ce qui est génial, notamment quand on joue en couple. Donc, il faut rester dans le moment présent et gérer l'émotion pour pouvoir continuer de jouer et avoir du plaisir. Ici, le plaisir, c'est la motivation, donc le motivateur externe et interne qui va nous pousser à gérer nos émotions. Ça veut dire, je prends une grande respiration, je continue de jouer, je persévère, je vais prendre une pause pour prendre un verre d'eau et je reviens, je prends une marche, je crie. Bref, on va apprendre à gérer son émotion dans le moment présent pour être capable de continuer de jouer. Et ça ici, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on gère nos émotions dans le jeu, autant que ça soit un conflit, une frustration du jeu ou l'anxiété, mais ça va nous aider par la suite à être capable de le gérer dans la vie de tous les jours. Donc, communication, personnification, gestion des émotions, Gloomhaven nous permet de vivre tout ça et c'est un outil super précieux pour arriver par la suite à intégrer ces habiletés-là dans la vie de tous les jours. Un autre aspect, je le nommais, c'est que c'est un jeu immersif. Donc, un jeu immersif, qu'est-ce qui est très intéressant et que c'est un jeu de longue durée, c'est que ça nous permet de lâcher prise. Donc, quand on est dans le jeu de Gloomhaven et qu'on joue une partie 1 heure, 2 heures, 3 heures ou même plus, on est déconnecté un peu de la réalité et ça nous permet vraiment de lâcher prise, de passer à autre chose. Et pour beaucoup de personnes, c'est difficile d'accepter de lâcher prise et de ne rien faire. Donc, une alternative ici, c'est pas de rien faire, mais c'est de jouer. Donc, non seulement on lâche prise et on n'est pas en train de stresser ou penser à notre futur, au travail, etc. Et de l'autre côté, en plus, on est en train d'avoir du plaisir, donc de ressentir des émotions positives. Donc, lâcher prise, émotions positives, les jeux immersifs et de longue durée, donc dans lesquels il y a vraiment une personnification, dans lesquels il y a un univers fantastique qui est créé, ça nous permet de gérer le stress. Donc, quand on est stressé, quand on sent qu'on est dans le futur ou dans le passé, on n'est pas capable d'être bien dans le moment présent, de prendre le temps d'être dans ce cercle-là, cette bulle magique immersive, ça nous aide à gérer nos émotions, gérer le stress, se concentrer sur autre chose. Puis une fois qu'on arrête de jouer, on est plus ancré, puis on est prêt à retourner dans autre chose, les responsabilités de la vie, le travail, etc. Donc vraiment, Gloomhaven, à chaque fois que moi personnellement je joue, c'est un temps que je me déconnecte de tout, où je suis dans le pur plaisir, fantastique, immersif, et après ça, je continue mes choses, mais au moins j'ai pris ce temps-là de m'arrêter pour relaxer. Enfin, quelque chose que je nomme souvent parce que c'est dans le cadre de ma pratique, de mon travail et au niveau personnel, c'est un point qui me touche beaucoup, c'est tout ce que par rapport à l'anxiété. L'anxiété, c'est justement cette crainte-là par rapport à différentes choses, mais des choses qui sont irréelles ou associées au futur. La peur de ne pas être à la hauteur, la peur de faire des erreurs, la crainte que quelque chose de catastrophique arrive, la crainte de couler un examen. Donc, toutes ces formes-là d'anxiété, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est dans l'anxiété, on est pris dans nos pensées. On est immergé par des pensées envahissantes. Et bien sûr, ce qu'on veut faire, c'est de la diffusion cognitive. On veut se déconnecter de ces pensées-là. Et rien de mieux que les jeux de société pour faire ça parce que, justement, on se concentre sur quelque chose. Notre concentration, notre attention, notre cognitif, les habiletés d'organisation stratégique sont à 100% concentrées dans le jeu. Et ça permet de défusionner avec l'anxiété, de se concentrer, encore une fois, sur le moment présent. Donc, Gloomhaven, Jaws of the Lion sont des jeux qui permettent cette déconnexion-là, l'aspect immersif et vraiment d'être dans le plaisir. Bon, bien sûr, dans les autres petites composantes, il y a le fait qu'en ce moment, les jeux
notamment Jaws of the Lion est en anglais. Donc si on veut jouer, il faut pratiquer notre anglais. Donc c'est sûr que je recommande ce jeu-là auprès des jeunes 14 ans et plus, donc des jeunes adolescents ou les gens qui veulent s'amuser tout en apprenant une nouvelle langue. Le fait que ça soit très ludique et qu'on s'approprie un personnage, qu'est-ce qui se passe en fait, c'est qu'à un moment donné, à force de lire notre personnage, on apprend l'anglais, on retient certains mots et ça nous permet justement de développer nos habiletés linguistiques. Donc ce n'est pas pour rien que Gloomhaven en 2017 a gagné le Golden Geek Awards. Il a gagné le jeu de l'année au niveau de son innovation, au niveau d'un jeu co-op, au niveau de la thématique qui est super intéressante, un bon mélange de fantastique, de stratégique et qui peut se jouer autant en solo qu'en co-op, ce qui fait en sorte qu'on peut jouer quand on est seul chez soi et qu'on est stressé ou quand on peut jouer avec quelqu'un avec qui on a le goût d'avoir du plaisir tout en gérant ses émotions et les conflits. Donc, c'était la présentation et l'analyse du jeu Gloomhaven et, par le fait même, Jaws of the Lion, qui, dans le fond, sont deux jeux, comme j'ai nommé, coopératifs et qui mélangent divers styles très intéressants. J'aurais pu pousser et je pourrais vous en parler durant des heures, je vais m'arrêter là-dessus. Ce que je trouverais intéressant, c'est d'avoir vos impressions à vous, vos feedbacks sur le jeu et qu'est-ce que ça vous a apporté, autant au niveau social, de rencontrer des gens, de jouer avec des personnes, de développer des amitiés et de la complicité, autant au niveau coopératif, de travailler la communication, le travail d'équipe, la gestion émotionnelle, autant au niveau du plaisir de ce jeu-là, les défis, le fait qu'on s'approprie un personnage, la capacité justement à maîtriser son jeu de cartes. Donc, je serais vraiment intéressée à avoir votre feedback à vous. C'est sûr que si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à suivre la plateforme Ludipsy et la page Facebook Ludipsy et Psyludique qui présente justement des podcasts tous les lundis, des articles tous les mercredis en collaboration notamment avec différents joueurs, concepteurs de jeux et qui présente aussi des petites vidéos YouTube de temps en temps sur des présentations et des analyses de différents jeux de société, jeux vidéo et jeux de rôle pour vous faire partager tout cet univers-là très enrichissant au niveau personnel, au niveau du bien-être mental, des jeux en général et de la ludification. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite à tous une belle journée, un bon matin, bon après-midi et une bonne soirée. Au revoir! Alors voilà pour ce qui est de la présentation de notre stagiaire de la semaine. Un grand merci à Elsa de Ludipsy de s'être prêtée à l'exercice. J'espère que vous allez y trouver votre compte sur son blog, sur sa page Facebook, son Instagram, sa chaîne YouTube. Allez jeter un coup d'œil dans la description. J'aurai mis tous les liens vers ces différentes plateformes. Laissez-lui vos questions, vos commentaires également sous la vidéo. Laissez-nous un pouce vers le haut et bien évidemment, allez vous abonner à sa chaîne. Et moi, je vous dis, restez à l'écoute. La semaine prochaine, je vous présente encore une fois notre prochain stagiaire.